40 tentatives évoquées et une demande d'extradition qui tombe comme un signal d'alarme au cœur d'un Sahel déjà sous tension. Le paradoxe est net. 40 tentatives alléguées, 19 officiers présentés comme cibles et un acte juridique ferme qui force le pays voisin à se positionner, créant un précédent. Que doit retenir le public au-delà des slogans quand Ibrahim Traoré transforme une procédure en choix public entre coopération régionale et influence extérieure avec des effets sur la sécurité et l'économie? Dès maintenant, l'incertitude se mesure en comportement, en vigilance et en confiance. Ce qui suit ne promet ni révélation spectaculaire, ni prise de position militante, mais une lecture structurée et vérifiable de ce que cette séquence implique concrètement. En quelques minutes, comprendre pourquoi cette demande d'extradition dépasse un conflit individuel permet de mesurer ses effets potentiels sur la sécurité quotidienne, la stabilité institutionnelle et la trajectoire économique régionale. L'enjeu central n'est pas moral, mais opérationnel. Déterminer si les mécanismes juridiques et diplomatiques existants peuvent absorber une crise de ce type sans produire plus de désordre qu'ils n'en résolvent. Derrière les mots employés, chaque réponse crée un précédent qui pèsera sur la coopération future entre États voisins, sur la confiance des citoyens et sur la prévisibilité attendue par les acteurs économiques. Il s'agit donc d'évaluer les risques réels, les coûts comparés de l'action et de l'inaction, et les conséquences mesurables sans raccourci ni dramatisation inutile, afin que chacun puisse juger la portée réelle de ce moment. Dès l'ouverture du dossier, un chiffre s'impose. 40 tentatives de déstabilisation évoquées depuis l'arrivée au sommet de l'État. Ce nombre n'est pas présenté comme une statistique isolée, mais comme un cumul destiné à installer l'idée d'une pression constante, inscrite dans la durée, qui change la manière de lire chaque décision prise par Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette séquence, il faut replacer l'initiative dans le contexte sécuritaire du Sahel. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso évolue dans un environnement marqué par des attaques armées récurrentes, des frontières poreuses et une défiance croissante envers certaines influences extérieures. Les transitions politiques successives ont fragilisé les équilibres institutionnels tout en renforçant le rôle de l'appareil militaire dans la gestion de l'État. Dans ce cadre, la demande d'extradition n'apparaît pas comme un geste improvisé. Elle est décrite comme l'aboutissement d'une accumulation de signaux, alertes sécuritaires répétées, soupçons de réseaux de soutien extérieur et mouvements discrets présentés comme coordonnés. Cette phase prépare la décision formelle et installe une attente sous tension. Le risque est perçu comme réel, sans encore justifier une rupture diplomatique ouverte. Un élément clé apparaît au moment où le récit passe du conditionnel à l'affirmatif, lorsque les services de sécurité affirment disposer d'éléments jugés suffisants pour relier un ancien responsable en exil à un projet violent structuré. La logique change. La mention explicite d'une liste de 19 officiers identifiés comme cibles transforme une menace abstraite en scénario concret, associé à des personnes et à des fonctions stratégiques. À ce stade, l'inaction est présentée comme plus coûteuse que l'exposition publique du dossier. La décision portée par Ibrahim Traoré s'inscrit ainsi comme un test institutionnel. Non pour conclure immédiatement une affaire judiciaire, mais pour déplacer le débat vers un cadre formel et régional, où chaque réponse devient un précédent observable. Pour mesurer l'impact réel de la séquence, il faut quitter les chancelleries et observer ce qui se joue au niveau local. Dans le contenu source, l'affaire n'est pas décrite comme une abstraction politique, mais comme une menace ressentie par des individus identifiables et par les structures de protection dont dépend la vie quotidienne. Le premier cas évoqué concerne des communautés rurales situées à proximité de zones déjà instables. Dans ces territoires, les officiers cités comme cibles ne sont pas présentés comme de simples noms sur une liste. Ils apparaissent comme des relais de sécurité chargés de coordonner des convois, d'assurer un minimum d'ordre et de maintenir le lien entre l'armée et les civils. Lorsqu'ils sont décrits comme visés par un projet violent, l'effet immédiat est un sentiment de vulnérabilité collective qui dépasse leur personne.
La menace se diffuse à l'ensemble du tissu local. Un second niveau d'impact se manifeste dans les centres urbains. L'information circule rapidement, alimentant une atmosphère d'alerte sans provoquer de panique ouverte. Les réactions rapportées évoquent plutôt une vigilance accrue, marquée par des rassemblements spontanés et une attention renforcée portée aux décisions des autorités. Dans ce contexte, le pouvoir central est observé de près, non pour ses discours, mais pour la lisibilité de ses actes. La figure d'Ibrahim Traoré émerge alors moins comme celle d'un chef lointain que comme un point de référence autour duquel se cristallisent attentes et craintes. Le dossier diplomatique change de nature. Il devient un enjeu vécu, capable de modifier des comportements avant même toute décision formelle. Le message implicite est simple. Lorsque la sécurité est personnalisée, chaque signal politique compte immédiatement. Avant la formalisation de la demande d'extradition, la séquence décrite s'amorce par une accumulation de signaux fragmentés mais persistants. Il est question d'alertes sécuritaires répétées, de soupçons autour de réseaux de soutien extérieur et de mouvements discrets présentés comme coordonnés. Cette phase initiale n'est pas celle de la décision, mais celle d'une attente sous tension, où le risque est perçu comme réel sans encore justifier une rupture diplomatique ouverte. Le dossier circule alors dans des cercles restreints, gérés en coulisses, avec l'objectif implicite de contenir la menace sans l'exposer publiquement. Le basculement intervient lorsque les services de sécurité affirment disposer d'éléments jugés suffisants pour relier un ancien responsable en exil à un projet violent structuré. Dans la narration source, ce moment marque un basculement clair, le passage du conditionnel à l'affirmatif. La mention explicite d'une liste de 19 officiers visés joue ici un rôle central. Elle transforme une inquiétude diffuse en scénario concret, associé à des personnes identifiables et à des fonctions stratégiques. À partir de ce point, l'inaction est présentée comme plus dangereuse que l'exposition contrôlée du dossier. Le moment décisif arrive avec la rédaction et la transmission officielle de la demande d'extradition aux autorités du pays voisin. Le document est décrit comme un acte juridique ferme, dépourvu de langage conciliant, qui oblige le destinataire à se positionner. Le fait que cette demande atterrisse sur un bureau n'est pas présenté comme une formalité, mais comme un geste volontairement visible. Il s'agit de sortir l'affaire des canaux confidentiels et d'en faire un enjeu assumé. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît comme l'acteur qui accepte de transformer un dossier sensible en test régional, en prenant le risque d'une crispation diplomatique mesurable. À partir de là, les effets se déploient sur plusieurs plans. Sur le plan diplomatique, la source évoque une intensification des échanges, caractérisée par un ton plus direct et une réduction des formules habituelles. Les discussions se poursuivent, mais dans un climat où chaque mot est pesé comme un signal. Sur le plan sécuritaire interne, il est fait état d'un renforcement de la vigilance, signe que la mise au jour du dossier est perçue comme susceptible de provoquer des réactions adverses. Il ne s'agit pas d'une escalade immédiate, mais d'un état de tension prolongée. Sur le plan symbolique, un autre effet se dessine. La demande d'extradition devient une ligne de démarcation. Soit les mécanismes de coopération régionale sont activés, soit un précédent de contournement s'installe. Dans cette lecture, l'initiative portée par Ibrahim Traoré dépasse la recherche de responsabilité individuelle. Elle devient un test de crédibilité pour les engagements entre États voisins où le silence, l'hésitation ou le refus sont eux-mêmes chargés de sens politique. La séquence ne se clôt donc pas avec l'envoi du document. Elle ouvre un nouveau cycle. Le avant et le qu'après ne renvoient pas seulement à une chronologie, mais à un changement de registre. Le dossier passe d'un soupçon, géré discrètement, à une épreuve publique, dont les effets continuent de se déployer bien au-delà de l'acte initial. Dès le départ, le dossier s'appuie sur un repère présenté comme exceptionnel. 40 tentatives évoquées contre le pouvoir en place depuis l'arrivée au sommet de l'État. Ce chiffre sert de ligne de base. Il ne vise pas à établir une probabilité précise, mais à installer l'idée d'une pression répétée et continue dans un environnement où la menace n'est plus ponctuelle mais structurelle. La différence mise en avant ne porte pas sur un taux de réussite, mais sur le contraste entre l'intensité annoncée et l'absence de renversement effectif. Dans la narration source, cette absence de résultat est interprétée comme un indicateur qualitatif.
Malgré la fréquence alléguée des tentatives, aucune n'aurait abouti. L'écart entre la répétition des menaces et leur issue finale est utilisé pour suggérer un appareil sécuritaire présenté comme plus cohérent et plus vigilant qu'auparavant. Il ne s'agit pas de démontrer une efficacité mesurable par des chiffres opérationnels, mais de soutenir un raisonnement de crédibilité interne. Si la menace persiste sans succès, c'est que les capacités de détection et de neutralisation se seraient renforcées. Un autre repère chiffré structure l'argumentation, la mention d'une liste de 19 officiers désignés comme cible. Ce nombre correspond à un noyau décrit comme central pour la sécurité nationale. Il ne renvoie pas à des individus anonymes, mais à des profils occupant des fonctions clés, chargés de coordination, de commandement et de liaison entre l'appareil militaire et le terrain civil. L'écart mis en avant ici ne tient pas à la quantité, mais à la concentration. Toucher ce groupe reviendrait, selon la logique exposée, à créer un vide stratégique immédiat. La différence la plus significative apparaît lorsque cette liste passe du statut d'information interne à celui de symbole public. Avant sa divulgation, ces officiers sont décrits comme opérants dans une relative discrétion. Après, leur existence devient un point de ralliement narratif, mobilisant l'opinion et renforçant la perception d'un danger collectif. Le chiffre ne mesure donc pas un risque statistique, mais une transformation de la menace en réalité socialement partagée. Un dernier repère élargit encore l'échelle d'analyse. 22 millions d'habitants présentés comme la population potentiellement concernée par les conséquences indirectes d'une déstabilisation institutionnelle. Ce nombre rappelle la dimension démographique du pays. Il sert à passer du micro au macro. L'argument n'est pas que chaque individu serait directement visé, mais que les effets d'un complot ciblé dépasseraient largement les cercles militaires pour affecter l'ensemble du cadre social et économique. L'écart souligné par le contenu source réside dans les niveaux d'impact. Entre un état de tension gérable et une rupture brutale, les conséquences pour ces millions de personnes seraient qualitativement différentes. Dans cette construction, les chiffres ne cherchent pas à prouver par la précision mathématique, mais à articuler des ordres de grandeur cohérents. C'est dans ce raisonnement que s'inscrit l'initiative portée par Ibrahim Traoré. Les repères quantifiés servent à justifier une action présentée comme préventive, où le coût perçu de l'inaction serait supérieur à celui de l'exposition diplomatique. Ensemble, ces éléments dessinent une logique simple. La répétition des menaces, la concentration des cibles et l'ampleur de la population concernée forment un ensemble destiné à rendre l'inaction politiquement et socialement plus coûteuse que le risque assumé d'une procédure publique. La critique la plus fréquente s'appuie sur un principe de stabilité régionale. Selon cette lecture, une demande d'extradition formulée de manière visible et abrupte risquerait de fragiliser des relations diplomatiques déjà sensibles. Exposer publiquement un différend judiciaire entre États voisins pourrait créer des effets de contagion, nourrir la méfiance et réduire l'espace de médiation. Dans ce cadre, la prudence et le traitement discret des accusations seraient perçus comme des garde-fous contre une escalade inutile. Un autre argument souligne la fragilité supposée des preuves. Les détracteurs soulignent que les éléments évoqués dans le discours public ne sont pas soumis, à ce stade, à un examen indépendant et contradictoire. En l'absence de procédure transparente, accessible à des observateurs extérieurs, la demande d'extradition pourrait être interprétée comme politiquement motivée. Cette critique met en avant le risque de créer un précédent où des accusations graves circulent avant toute validation judiciaire formelle, affaiblissant la crédibilité du droit. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux car ils renvoient à des préoccupations réelles, la préservation des équilibres régionaux et la protection contre l'instrumentalisation de la justice. La réponse proposée dans le contenu source ne consiste toutefois pas à les écarter, mais à les reconfigurer. Concernant la stabilité, la narration soutient que celle-ci serait déjà fragilisée par la répétition alléguée des tentatives et par leur caractère transfrontalier. Dans cette logique, le silence ou la gestion en coulisses n'accumulerait pas de la stabilité mais du risque latent. Sur la question des preuves, l'argumentation renverse la perspective.
La demande d'extradition n'est pas présentée comme une conclusion, mais comme un déclencheur procédural. L'acte public aurait pour fonction de déplacer le débat vers un cadre juridique formel, précisément destiné à tester la solidité des accusations plutôt que de les laisser circuler sous forme de rumeurs non examinées. Le cœur du désaccord ne porterait donc pas sur la justice contre la stabilité, mais sur deux visions concurrentes de la prévention du désordre régional. Dans cette lecture, l'initiative associée à Ibrahim Traoré s'inscrit dans un calcul comparatif des coûts. Le risque diplomatique d'une demande explicite est jugé inférieur au risque sécuritaire perçu d'une inaction prolongée. La controverse devient alors un arbitrage entre incertitudes où chaque option comporte ses propres effets secondaires mesurables. À ce stade, la demande d'extradition cesse d'être perçue comme un simple acte juridique réactif. Elle devient un instrument de reconfiguration stratégique. Le contenu source suggère que l'objectif n'est plus seulement de poursuivre un individu précis, mais de forcer une clarification des positions régionales longtemps maintenues dans l'ambiguïté. Ce changement de perspective modifie la lecture de toute la séquence précédente. Les signaux fragmentés, les tensions latentes et les chiffres évoqués prennent alors un sens nouveau. Ce qui semblait relever d'une accumulation défensive apparaît comme une préparation graduelle à une mise à l'épreuve assumée. Le passage du traitement discret à l'exposition publique n'est pas décrit comme une fuite en avant, mais comme un choix destiné à mettre fin aux zones grises où certains acteurs pouvaient rester officiellement neutres tout en tolérant des arrangements implicites. Dans cette optique, la demande d'extradition agit comme un révélateur. Elle oblige chaque partenaire à sortir d'une posture d'attente et à assumer publiquement ses priorités. Le cœur de la révélation réside là. Le dossier individuel sert de levier pour exposer des rapports de force réels et des marges de manœuvre limitées au sein des cadres régionaux existants. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme un dirigeant réagissant sous pression, mais comme un acteur utilisant le cadre légal pour provoquer un réalignement politique. Le point médian du processus n'apporte pas une surprise factuelle, mais un déplacement du regard. Ce qui était interprété comme un acte défensif devient une offensive institutionnelle aux effets durables. À partir de ce point, les effets potentiels de la séquence se déclinent différemment selon les acteurs concernés. Pour les institutions étatiques, la première conséquence concerne la crédibilité. Une réponse claire à la demande d'extradition renforcerait l'idée que les mécanismes juridiques régionaux peuvent fonctionner même sous pression politique. A l'inverse, une absence de décision prolongée alimenterait la perception d'un droit à géométrie variable où les engagements formels cèdent devant les calculs conjoncturels. Dans cette lecture, l'initiative portée par Ibrahim Traoré place les États voisins face à un choix structurant pour leur image et leur autorité institutionnelle. Du côté du tissu économique, les répercussions sont décrites comme indirectes mais sensibles. Un climat diplomatique tendu peut ralentir certains échanges, retarder des projets transfrontaliers ou accroître la prudence des investisseurs régionaux. Les acteurs économiques ne réagissent pas uniquement à l'existence d'une crise, mais à sa lisibilité. Une situation floue et prolongée est présentée comme plus coûteuse qu'un conflit clairement cadré. Le contenu source souligne ainsi qu'une clarification rapide, même conflictuelle, pourrait réduire l'incertitude à moyen terme et stabiliser les anticipations. Pour les citoyens, les conséquences sont avant tout perceptives et sécuritaires. La diffusion d'informations relatives à des complots présumés et à des listes de cibles renforce un sentiment d'exposition, en particulier dans les zones déjà fragilisées. Cette inquiétude n'est pas décrite comme une panique généralisée, mais comme une vigilance accrue. Dans le même temps, la mise en avant d'une réponse institutionnelle visible est présentée comme un facteur de réassurance partielle. Le message implicite est que l'État assume publiquement la gestion du risque, plutôt que de le laisser se dissoudre dans le silence. À l'échelle régionale, enfin, l'enjeu dépasse largement les frontières nationales. Le dossier devient un précédent pour la gestion future des crises transfrontalières. S'il aboutit à une coopération effective, il pourrait renforcer la confiance entre partenaires du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. S'il échoue, ou s'enlise, il risque au contraire de consolider une logique de méfiance et de repli où chaque État privilégie ses intérêts immédiats au détriment des cadres communs.
Dans ce scénario, les mécanismes régionaux apparaîtraient comme incapables d'absorber des crises sensibles. Dans cette analyse, Ibrahim Traoré est présenté comme un catalyseur de ces conséquences, non parce qu'il en contrôlerait l'issue, mais parce que son initiative oblige chaque acteur à révéler ses priorités. Les effets réels ne se mesureront pas uniquement par une décision judiciaire formelle, mais par l'évolution des comportements institutionnels, économiques et sociaux qui en découleront. Le cœur de l'enjeu réside donc moins dans le verdict que dans la dynamique qui l'enclenche. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le contenu source permet de dégager 3 trajectoires plausibles sans leur attribuer de probabilité chiffrée. La première correspond à un statu quo tendu. Dans ce scénario, la demande d'extradition reste en suspens, traitée par des échanges procéduraux lents. Les canaux diplomatiques demeurent ouverts mais prudents et aucune décision claire n'intervient rapidement. La situation se stabilise dans une tension gérable, au prix d'une incertitude prolongée. La crise devient un bruit de fond, avec des effets limités mais persistants sur la coopération régionale et sur la confiance mutuelle. Une seconde trajectoire, plus favorable, repose sur une clarification juridique dans un délai raisonnable. Une décision explicite enclenche un processus formel et vérifiable, même si son issue ne satisfait pas toutes les parties. Cette option crée un précédent de coopération juridique entre États voisins. Elle réduit l'ambiguïté et envoie un signal de prévisibilité aux partenaires régionaux et économiques. À moyen terme, cette lisibilité pourrait renforcer les cadres existants et diminuer les incitations aux actions clandestines, en réaffirmant que les différends sensibles peuvent être traités dans un cadre institutionnel. Une troisième trajectoire, plus défavorable, apparaît en cas de refus explicite ou d'enlisement prolongé. Dans ce scénario, la polarisation s'accentue. Les échanges se durcissent, les mécanismes régionaux sont contournés et la crise se déplace vers des mesures de rétorsion symboliques ou pratiques. La gestion du risque devient alors plus coûteuse car chaque acteur anticipe des réactions adverses plutôt qu'une médiation collective. L'incertitude s'installe durablement et fragilise les équilibres déjà précaires. De ces scénarios se dégage une recommandation de méthode. Si une décision est inévitable, alors sa lisibilité et son calendrier comptent autant que son contenu. L'enjeu n'est pas uniquement l'issue juridique, mais la capacité des acteurs à réduire l'incertitude et à prévenir les malentendus qui nourrissent l'escalade. Dans cette perspective, l'initiative associée à Ibrahim Traoré est moins évaluée sur son résultat final que sur sa capacité à forcer un cadre clair, où les règles du jeu sont connues et assumées. Pour les institutions publiques et les forces de sécurité, cette séquence agit d'abord comme un rappel organisationnel. Elle souligne la manière dont des crises transfrontalières peuvent se matérialiser sans préavis et sortir rapidement du cadre technique pour devenir politique. L'attention se porte alors sur la coordination interne, la circulation de l'information et la capacité à agir dans un cadre légal clair, même sous pression. Le contenu source insiste sur l'idée que la préparation compte autant que la décision finale. Pour le monde économique, la lecture est différente, mais tout aussi concrète. Les entreprises, les organisations professionnelles et les collectivités locales s'intéressent avant tout à la stabilité du cadre général. Une crise prolongée est perçue comme un facteur d'incertitude qui freine les investissements et retarde les projets. A l'inverse, une clarification, même exigeante, est souvent considérée comme préférable à une ambiguïté durable. Dans ce registre, la prévisibilité devient un actif central, parfois plus déterminant que l'issue elle-même. Du côté des acteurs sociaux et des organisations civiles, l'impact se joue sur le terrain de la confiance. L'exposition médiatique d'un dossier de sécurité peut accroître l'inquiétude, mais elle peut aussi produire l'effet inverse si elle est associée à une réponse institutionnelle lisible. Le message implicite est que l'État reconnaît publiquement les risques au lieu de les minimiser, ce qui peut renforcer un sentiment de prise en charge collective. Pour les citoyens ordinaires, enfin, les effets sont plus diffus mais persistants. Ils se traduisent par une attention accrue aux décisions publiques, aux délais annoncés et à la cohérence des discours. Suivre l'évolution de l'affaire, comparer les paroles aux actes et observer les réponses institutionnelles devient une manière de juger la solidité du cadre politique. Dans cette perspective, l'enjeu dépasse l'événement ponctuel.
Il façonne des attentes durables quant à la transparence, au rythme des décisions et à la responsabilité des acteurs publics. Le contenu source esquisse une trajectoire de gestion articulée autour de plusieurs axes complémentaires, conçus pour se renforcer mutuellement plutôt que se succéder. D'abord, il s'agit de le maintien du dossier dans un cadre juridique formel. L'objectif est d'éviter que des accusations graves ne restent au stade de déclaration politique. Cela implique des échanges documentés, des canaux officiels clairement identifiés et des délais, même contraignants, mais lisibles. La logique défendue est que seule une procédure formelle permet de déplacer durablement le débat vers un terrain vérifiable. Ensuite, il est question de la coordination régionale. L'efficacité d'une demande d'extradition est présentée comme dépendant moins de la pression publique que de l'activation des mécanismes existants entre États voisins. Cela suppose des consultations régulières, des clarifications sur les bases légales invoquées et une gestion collective des retombées diplomatiques. Dans cette optique, l'isolement est décrit comme un facteur de risque, tandis que la concertation réduit les marges de malentendu et limite les interprétations opportunistes. Puis, l'attention se porte sur la communication interne. Le contenu insiste sur la nécessité de fournir aux citoyens des repères clairs, sans surenchère ni dramatisation. Informé sur le cadre, le calendrier et les limites de l'action publique permettraient de contenir les rumeurs et de stabiliser les perceptions. Cette dimension est présentée comme un facteur de résilience sociale, particulièrement dans un contexte sécuritaire déjà sensible. Enfin, en toile de fond, de suivi et d'évaluation est mise en avant. Chaque avancée ou blocage est appelé à être mesuré non seulement par son résultat immédiat, mais par ses effets sur la confiance institutionnelle et la coopération régionale. Dans cette approche, Ibrahim Traoré apparaît comme l'acteur qui met en cohérence ces étapes en assumant que le succès ne se limite pas à une issue judiciaire précise, mais à la solidité du processus engagé et à sa capacité à réduire l'incertitude collective. Le récit revient ici à la dimension humaine, discrète mais constante, qui traverse toute la séquence. Derrière les termes juridiques, les scénarios stratégiques et les calculs diplomatiques, les décisions prises au sommet se répercutent sur des vies ordinaires, dans des villages, des quartiers et des familles qui dépendent d'un minimum de stabilité pour fonctionner. Le contenu source rappelle que lorsque la sécurité est fragilisée, ce sont d'abord les plus exposés qui en supportent le coût, bien avant que les effets ne soient mesurés dans des bilans institutionnels. Dans cette perspective, la demande d'extradition devient un symbole condensé de tension. Elle représente le refus de laisser certaines menaces rester abstraites ou confinées aux cercles spécialisés. Elle incarne la volonté de les nommer publiquement avec tout ce que cela implique en termes de responsabilité et de risques assumés. Le geste n'est pas présenté comme héroïque, mais comme un choix lourd de conséquences, inscrit dans un contexte où l'inaction aurait elle aussi un poids mesurable. Ibrahim Traoré n'apparaît donc pas comme un personnage isolé, mais comme l'incarnation d'un moment où rendre visibles les risques devient un acte politique en soi. Les chiffres, les procédures et les trajectoires possibles prennent alors sens lorsqu'ils sont reliés à leurs effets concrets. Protection ou exposition, continuité ou rupture, confiance ou doute. Le rappel final n'est pas émotionnel par effet de style, mais structurel. Il souligne que chaque étape future pèsera sur des équilibres déjà fragiles. En conclusion, il ne s'agit pas de conclure par une injonction ni par un verdict définitif. Le dossier examiné montre comment une décision juridique apparemment circonscrite peut devenir un révélateur de dynamiques plus larges, mêlant rapports de force régionaux, attentes citoyennes et limites des cadres existants. Ce type de situation ne concerne pas uniquement les gouvernements directement impliqués, mais tous ceux qui s'intéressent quant à la manière dont justice, sécurité et coopération peuvent coexister dans des contextes sous tension. Pour le public, l'enjeu est aussi informationnel. Suivre l'évolution de cette affaire, comparer les discours aux actes et observer les réponses institutionnelles permet de dépasser les lectures simplistes. Cela suppose de rester attentif aux faits vérifiables, aux délais annoncés et aux mécanismes réellement mobilisés, plutôt qu'aux déclarations les plus spectaculaires.
Dans cette perspective, l'initiative associée à Ibrahim Traoré peut être lue comme un cas d'étude plus que comme un point final. La question reste ouverte. Comment des États peuvent-ils traiter des accusations graves sans affaiblir les principes qu'ils prétendent défendre, et comment juger dans le temps long si une exposition publique réduit ou accroît réellement le risque collectif ?